Polysécurité, épisode technique. Je suis accompagné de Michael. Comment vas-tu? Je vais bien, toi. Très bien aussi. Là, tu peux prendre ta gorgée d'eau pendant que je vais faire le pitch de début. Aujourd'hui, on a décidé de parler de Threat Intel. Clairement, ça a soulevé beaucoup de passion dans le pre-show de discuter de ce genre de choses-là. C'est une notion qui est mal maîtrisée par bien des organisations où l'état de l'usage, l'état de l'art, c'est un peu mystérieux pour des gens, c'est mal utilisé, ça n'atteint pas les objectifs. Donc, je vais te laisser débuter là-dessus parce que tu as justement un bon regard là-dessus, puis un bon vécu aussi là-dessus d'ailleurs à travers ta compagnie. Et justement de voir à quel point peut-être les gens ne l'utilisent pas bien ou pas efficacement. D'accord. On va commencer ça, par exemple, avec quelque chose. Je vais peut-être faire un rebond pour souhaiter bonne année à tout le monde parce qu'on a oublié cette bout-là. Même entre nous autres, c'est vrai, on a oublié de souhaiter bonne année, oui. C'est vrai. Mais bref, pour bien commencer l'année, bien commencer les choses, parce que je pense qu'effectivement, le Threat Intel, c'est pas pour dire que c'est le sujet de l'art de mon côté, mais c'est un sujet que de plus en plus, je me fais poser des questions. L'année passée, j'ai même eu la chance d'être conférencier justement pour faire une belle présentation sur où est-ce que c'est rendu le Threat Intel en 2023. En fait, on parle de l'année passée. Dans le sens que de plus en plus, je rencontre souvent des compagnies qui me parlent de la façon qu'ils gèrent ça ou qui me réfèrent à des compagnies comme le CCTX, que j'adore un petit peu la mentalité derrière, malgré ce qu'ils font, dans un sens qui est l'idée d'organiser un appel téléphonique entre toutes les plus grosses entreprises pour se partager l'information, tu sais, une fois de temps en temps. Ben, c'est cool, mais comme ça te prend combien de temps à réagir quand il se passe quelque chose? C'est ça la vraie métrique aujourd'hui, tu sais, la métrique qui fait que entre avoir un incident, n'en éviter une puis pas de avoir du tout, ben c'est d'être réactif, on va se le dire. Là, c'est pas pour rien que de plus en plus le SOAR prend de plus en plus de place dans l'industrie. C'est que tu veux être capable d'orchestrer la cybersécurité d'une façon que, ben écoute, ton Threat Intel, c'est pas juste ton gars de TI qui gère une liste de data qui change jamais ou qui change une fois par semaine parce que t'as un coup de téléphone qui dit hey, rajoute ça sur ta liste, là, tu sais, c'est comme non, ça va pas mal plus loin que ça. En parlant un petit peu en joke de l'idée, là, mais malgré que tu sais, comme il faut ce qu'il faut dans certaines organisations, c'est bien mieux d'avoir quelque chose que de rien avoir. Puis moi, ce qui me fait un petit peu capoter, c'est de voir comment que des fois, c'est un petit peu archaïque les façons de faire, les façons de penser qui sont encore un petit peu à l'ancienne. Puis encore plus drôle de trouver quand quelqu'un a vraiment une équipe de Threat Intel ou qui a vraiment une idée qu'est-ce que ça veut dire, de tenir à jour des signatures, de tenir à jour vraiment qu'est-ce qui se passe. J'ai pas vu ça souvent. J'ai pas rencontré, même dans ma propre équipe, il a fallu que je forme du monde pour faire ça parce que c'est pas quelque chose que j'ai appris à l'école, c'est pas quelque chose qui s'apprend très bien. Il y a pas de formation pour ça. Je pense que le meilleur monde que j'ai rencontré dans ce domaine-là, c'était tout du monde du milieu militaire, bizarrement. Je sais pas pourquoi, mais c'est eux qui ont la recette le 3/4 du temps. Puis la recette est pas très compliquée, c'est de la collecte d'informations, puis le plus souvent le meilleur, puis qu'après ça, ben qu'est-ce que tu fais de cette information-là? C'est là que ça devient stratégique, puis ça devient vraiment côté intelligence. Qu'est-ce qu'on va en faire, puis où est-ce qu'on va l'appliquer? Puis bien souvent, moi, la présentation de ce que j'en fais, c'est comme, ben ok, cool, c'est cool, peu importe la technique que l'entreprise en fait, tu sais, de vouloir dire, je vais me mettre à jour, c'est quoi les derniers virus, c'est quoi les dernières signatures, c'est quoi les derniers exploits au 0D qui existent dans le milieu. Ah, ben c'est très intéressant, mais comme ta liste, c'est qui s'en occupe? C'est qui va chercher l'information? À quelle cadence? Dans quel outil tu la mets, la liste? Est-ce que l'outil est compatible ou est-ce qu'il faut que tu convertisses le format? Est-ce que c'est automatisé? Puis si c'est automatisé ou pas? Puis là, ben là, c'est comme tout un arbre de questions que j'ai à poser pour dire, ben comme c'est quoi le but de tout ça? Puis comme comment tu es capable de me dire que tu mets de l'argent dans quelque chose qui te rapporte quelque chose finalement? Parce que juste tenir une liste à jour, si tu as quelqu'un qui fait ça manuellement, c'est un défi d'Hercule. Ah, c'est virtuellement impossible. Puis, c'est incroyable. Puis je suis un peu étonné d'entendre ce que tu dis parce que c'est une des premières choses que je mets en place quand je mets un SIM en place. C'est une des premières choses que je fais, c'est que je me branche, donc pas toujours sur des sources payantes, mais au moins sur des sources de Threat Intel qui me fournissent des IOC, là, des indicateurs de compromission, qui me permettent justement d'alimenter ces systèmes-là pour être capable d'opérer correctement. Fait que déjà là, quand tu dis une fois par semaine, je pense qu'on a un problème de vitesse. Puis dans certains cas,
en tout cas, dans certains cas, quand j'en opérais, là, ça fait déjà peut-être quelques années, mais heureusement, malheureusement, je suis plus vraiment dans un SOC. Mais dans le temps où j'étais vraiment en opération là-dedans, les IOC, au bout d'une semaine, généralement, ils étaient périmés en termes de valeur utile. Fait que moi, que tu me dises que tu as un appel une fois par semaine, ça me trouble parce que la valeur utile du IOC, elle est quasiment inexistante parce que la vitesse de fluctuation des attaquants, elle est tellement grande que c'est très difficile dans l'intérieur d'une semaine, on va perdre la valeur. Puis c'est pour ça que d'aller beaucoup plus rapidement, de façon, puis pas manuellement, là, c'est, tu veux que le gars s'ouvre les veines là, dans la première heure parce qu'il va vouloir mourir, parce que sa job va de 24/7 de mettre à jour. C'est juste insoutenable comme situation. C'est pauvre doute qui doit faire ça. Mais en même temps, puis je comprends aussi, comment l'organiser une fois par semaine, ben on va pas, c'est pas le même niveau de threat intel, puis c'est peut-être une confusion aussi de commencer parce que de se faire présenter des menaces au sens large, c'est-à-dire voici les groupes, comment ils se dirigent, comment ils s'en vont, une petite jase entre choses, voir l'avenir. C'est très, très utile parce que ça permet de mettre les choses aux bonnes places. Ça, un talk une fois par semaine, ça va. Mais quand on est vraiment dans de l'opération, c'est-à-dire moi, je suis là, puis je check des logs, puis je check des captures de réseau, puis je check ce qui se passe. Une semaine, c'est une éternité, là. C'est comme un an, là. Je peux plus rien faire une semaine trop tard. Puis, tu sais, si tu m'avais avec des IOC, puis on me l'a déjà fait, à un moment donné, tu m'en vas, voici des IOC. Il dit, ouais, date de quand tes IOC? Ouais, ils ont fait il y a 3 mois. Je dis, ouais, mais je peux rien foutre avec ton affaire, là. Tu sais, je vais rien trouver là-dedans, là. Exact. Effectivement, je le passais dans mon système, puis ils sortaient jamais rien parce que sont expirés, sont morts. Puis il faut les enlever parce que ça ralentit mon système de toute façon. Puis c'est aussi l'autre facette, là, puis là, je parle beaucoup, mais l'autre facette quand on a un SIEM, c'est ou n'importe quel autre système, parce que t'en as beaucoup aussi comme ça. Tes IOC, il faut que tu fasses expirer. Parce que si tu fais juste empiler longtemps, des choses qui sont éphémères, puis tu fais juste ralentir ton système de façon démesurée. Puis ça, c'est d'un côté SIEM, c'est une erreur majeure, c'est vouloir mettre toutes les lumières à on, c'est-à-dire tout ouvrir, mettre toutes les règles, toutes les affaires, les IOC, empiler ça de façon massive. Ça. Ton système va prendre des heures à te répondre, puis tu n'auras pas ton alerte en temps réel. Tu vas l'avoir 2 semaines après ton alerte, parce que le temps qu'il y a process, ça va prendre 2 semaines avant que ça sorte. Puis j'en ai eu à gérer des pipelines de choses comme ça, puis le lag, puis ça aussi. Puis sachez, ceux qui ont des SIEM, il y a un lag entre l'ingestion et l'atterrissement de l'autre côté, puis des alertes. Et assurez-vous que votre lag est le plus court possible. Parce que si vous avez un lag de 2 jours, ça s'en va aller. Effectivement, puis je te dirais, tu parles de ce lag-là, puis nous, en tant que logiciel ou la plateforme qu'on entretient, c'est un petit peu ça. Tu sais, on remplace un SIEM, mais de plus en plus, c'est un petit peu la mentalité. C'est que tu veux que ta plateforme de sécurité soit déjà sur ton SIEM ou qu'elle soit ton SIEM finalement. Là, c'est elle qui va prendre des décisions. C'est un des plus gros défis qu'on a. Puis c'est là que c'est pour ça que j'en fais un petit peu un running gag de dire comme hey, on a un coup de téléphone une fois par semaine, ou on a quelque chose à côté, ou on a des vieilles méthodologies, ou quelque chose qui faisait peut-être du sens il y a quelques années. Mais aujourd'hui, moi, je vais juste me reprendre. Je pense que je vais reprendre des mots que j'ai entendus, que j'ai trouvé magiques. C'est un de mes mentors, en plus, qui vient de Palo Alto, bizarrement, qui a fait une présentation je me rappelle plus le nom de la conférence. Malheureusement, j'étais là, puis j'ai oublié. Mais bref, c'était à Québec. Je pense que c'était juste avant le Hackfest. Le PolarCon, c'est ça. Ça vient de me revenir. Peut-être j'avais un scotch ou 2 ou 3 trop ce soir-là. Il parlait de comment de fois à l'heure ils doivent mettre à jour. Tu sais, si on prend juste un pare-feu, combien de fois à l'heure ils doivent mettre à jour les règles pour justement ne pas causer le ralentissement que tu parles. Puis la même chose de mon côté, là, je gère un pare-feu intelligent. Nombre de fois qu'il faut à chaque fois qu'on a un faux positif, principalement, là, ce qu'on se rend compte de plus en plus avec l'intelligence et tout, c'est que c'est pas un faux positif, c'est une règle qui aurait dû être enlevée plus tôt, qui n'a pas été enlevée assez rapidement, puis parce que ça va trop vite. C'est rendu que c'est un facteur d'automatisation que ça te prend des métriques pour savoir vraiment à quel timing, qu'est-ce qui est important ou qui ne l'est pas, parce que les attaques, ils bougent tellement rapidement, puis les vecteurs sont tellement différents d'une chose à l'autre
c'est impossible humainement, sérieusement, de vouloir traquer tout ça, de faire toute la détection de variants et de tout ça qui pourrait être relié à un IOC en particulier. Puis c'est là que je trouvais ça intéressant dans que tu l'as amené. C'est comme, il y a aussi, c'est une partie de comme ce que tu voudrais brancher sur ton sim, mais en réalité, tu veux quelque chose qui est capable intelligemment de les gérer puis de les discarter quand ils sont plus bons. Ou quand ça fait trop de temps, puis c'est tout ça que c'est, mais on n'a pas encore de magie, en tout cas. Je suis pas au courant que je connais quelqu'un qui m'a dit qu'il y a un sim, là, puis que tout ça, ça marche sur stéroïdes. Tous ceux qui m'ont dit ça, ils ont switché au source, ça fait longtemps, ou ils ont une plateforme comme Palo Alto, ou ils ont quelque chose, tu sais, qui a automatisé la chose. Non, c'est ça. C'était un système géré pour faire arriver à ce genre de choses. Ce que j'avais fait à une certaine époque, j'avais un système géré comme ça, là, que j'avais déployé ou que je mettais mes IOC à jour, puis sur une base régulière, et expirait tout ça. Puis d'ailleurs, c'est de cette expérience-là, puis là, je parle il y a quand même quelques années, fait que je travaillais un peu, là, je parle dans le temps d'un CIEM, maintenant on va parler d'un XDR, là. Mais moi, c'était encore un CIEM à ce moment-là, quand je faisais ces affaires-là. Et je voyais les courbes, là, je voyais les courbes des IOC, c'est-à-dire quand j'y rentrais, j'avais une montée des attaques, puis en l'espace de quelques jours, ça s'écrasait. Puis en l'état d'une semaine, généralement, j'avais plus aucun signal qui sortait sur cette règle-là. Puis dans ce cas-là, moi, ce que je faisais, je donnais 48 heures, je crois, de mémoire. Et s'il n'y avait plus d'alerte pendant 40 heures sur un IOC, je le droppais. Ça me permettait de le faire. Puis de toute façon, je reprenais les listes puis des affaires comme ça. Fait que s'il revenait, ben, je le rattrapais d'une autre façon. Un peu plus tard, de toute façon, il réapparaissait dans mes choses. Mais c'est la seule façon que mon système soit performant. Parce que j'avais des lags. Là, je sais, parce que je l'ai fait. Là, je calculais mon lag entre l'ingestion puis le traitement. Puis j'ai eu de la misère, mais je le tenais en bas de 30 minutes. Wow. C'est quand même impressionnant. Je te dirais pour quelqu'un j'appelle ça de man-handle son sim, qui est capable de le gérer pour que ça soit aussi efficace, parce que même pour nous, je te dirais, le trois quarts du temps, le plus gros défi que j'ai eu dans les dernières années, c'est de pouvoir garder une cadence, tu sais, en utilisant l'automatisation, vraiment, pouvoir dire, ben, en dedans de 10 minutes, j'ai un barème de 10 minutes que je suis capable de vraiment avoir une bonne analyse puis qu'il y a une bonne cadence qui ne drop pas. C'est être à bout de souffle parce que c'est un défi sur toute la longueur d'onde, là. C'est comme t'as tellement de trucs à penser, t'as tellement de petites choses qui peuvent se passer puis de facteurs que les AOC, c'est une chose, mais comme tout ce qui se passe en temps réel que tu veux gérer aussi. Oui, ça va peut-être pas vraiment un AOC, ça va peut-être être plus, il y a quelqu'un qui a runné un outil de sécurité puis tu veux le handler lui aussi, genre, puis tu veux être commettant, tu veux le flaguer, là. Ouais, c'est pour ça que je parle vraiment d'un CIEM. On parle vraiment de l'époque des IOC. Là. Les choses ont évolué, puis je comprends que l'amplitude des défis ont dû augmenter depuis la dernière fois que je me suis mis les mains là-dedans. Là, réellement. Puis effectivement, puis là, c'est les XDR qui vont arriver sur le fait que tu as des signaux que tu dois décoder à partir de systèmes avec du pré-traitement. Ben, c'est ça la clé que j'avais à l'époque, c'est que j'avais des pipelines de pré-traitement. Quand il arrivait ça, mais encore là, mes pipelines de pré-traitement, il fallait pas que je mette trop de lag dedans, puis tu sais, toute cette réflexion-là, puis un peu, ben là, tu le fais avec tes systèmes. Ça, c'est d'augmenter la capacité de mes pipelines, c'est de grossir mes pipelines si j'augmente, puis de les réduire quand je n'ai plus autant de besoin pour toujours maintenir mon threshold que moi qui était mon chose visée, c'était 30 minutes de lag entre l'émission du log et le traitement de l'alerte dans le SIEM à ce moment-là. Mais c'est une gymnastique qui est complètement folle. Puis il y a aussi n'est qu'un seul volet. Puis il y en a tellement d'autres maintenant qu'on peut traiter. Puis j'imagine la quantité de données que tu dois traiter, ça va être complètement fou. Là. Ben exact. Puis il n'y a pas juste la quantité qui est un peu quelque chose. C'est aussi l'atlas aujourd'hui de ce qui est possible. Tu sais, des sources de données avant, c'était super comme. Je crois qu'il y a quelques années, c'était quand même pas trop pire. C'était quand même streamliné. Aujourd'hui, tu as des communautés. Puis c'est souvent ça que le monde, tu sais, moi, je le vois quand je rencontre des vieux de la vieille, là. Qui sont pas dans le new school du tout, qui comprennent même pas que, tu sais, genre, tu peux aller littéralement sur GitHub aujourd'hui. T'as des communautés qui entretiennent des listes noires, des listes blanches, des listes grises, des signatures de malware, des signatures de tout ce que tu veux, là. Comme c'est hallucinant, les communautés, c'est peut-être pas quelque chose qui est en temps réel, mais il y a un début à tout, genre, qu'il y a des sources d'informations différentes, des sources
connaissance, ça me fait quasiment peur moi-même à chaque fois que je rouvre. On a une documentation à l'interne, là, puis c'est comme faut que tu scrolls là, pour voir comme toutes les possibilités. Puis en ce moment, c'est plate, on en utilise peut-être encore à 30%. C'est des capacités de ce que j'ai pu identifier, j'ai pu mapper, parce que c'est un processus incroyable. Plus, comme tu le disais tantôt, plus tu en rajoutes dans ton pipeline, plus tu ralentis. Fait que là, tu veux trouver une manière de comme un petit peu offloader ça. Mais c'est incroyable aujourd'hui, toutes les métriques qu'on peut aller chercher, puis comme les sources qu'on peut aller chercher, qui sont totalement gratuites, qui n'ont pas besoin de quelque chose de... comme tu le disais tantôt, des sources d'IoC, il y en a des gratuites, il y en a des payantes, puis il y en a de VIP quasiment. Là. Ouais, il y a différentes qualités également. Là. Puis c'est ça, ce genre-là, le forum que tu mentionnes, ça serait un forum où justement il devrait y avoir des IoC privilégiés qui circulent, justement pour aider les membres de cette organisation-là à se prémunir contre des menaces qui sont spécifiquement canadiennes dans ce cas-ci. J'étais un peu aussi également surpris de ne pas entendre parler de MIPS ou de Hive, par exemple, qui sont des plateformes qu'on va retrouver justement pour ces échanges-là, pour ces éléments-là. Puis justement, puis toi, tu es dans une position qui est particulière parce que tu es capable de générer du threat intel et tu ne fais pas juste en consommer. Moi, j'étais plus un consommateur de threat intel au sens où je l'absorbais et je mettais dedans. J'avais quelques indicateurs que je pouvais partager avec d'autres organisations, mais j'avais pas assez de manpower puis assez de capacité pour aller l'autre bord, de voir ce qu'on détectait, puis comment on le détectait, parce qu'ensuite, quand tu vas l'analyser, quand je faisais de la gestion d'incidents également, quand j'embarquais en gestion d'incidents, ben là, tu es capable de voir les patterns et de les inscrire dans tes systèmes. Là, ce n'est plus des IOC, là, c'est plus du vrai threat intel. Puis là, tu décides, OK, des chemins d'attaque. Fait que là, tu le codes dans peu importe, dans ton système ou tes systèmes de préférence, parce que c'est ça aussi, là. On parle du SIEM comme étant l'espèce de cœur ou le XDR, l'espèce de cœur, mais la réalité, c'est que faut tes ADR soient capables de le faire, faut tes WAF soient capables de le faire, ton système comme tu fais, et toute la répartition de ces éléments-là, c'est nous, on n'était pas rendu en termes de maturité à ce moment-là où, quand on voyait une méthode d'attaque, de le coder dans les agents, puis que dorénavant, au lieu qu'il y ait un incident, ben, il était stoppé d'entrée de jeu, mais on n'était pas rendu à ce degré de maturité-là, mais ça devient intéressant, mais bref, je me perds un peu dans mes vieilles... Dans le bon vieux temps, c'était donc belle fun. J'aime ça parce qu'au début, on en parlait puis t'étais pas trop sûr. Ça a l'air que finalement, je te ramène des bonnes... oui, non, j'étais pas trop sûr. C'est juste que c'était plus l'angle dans lequel on allait l'aborder que je preuve. Parce que oui, j'ai pataugé là-dedans. Là, j'ai les mains sales là, d'avoir joué dans l'huile, de IOC, puis de ces affaires-là, puis d'optimiser mes pipelines, ces affaires-là. Puis j'avais eu énormément de plaisir à cette époque-là aussi. Là. Mais non, les défis inhérents à ça, les défis de collab, j'avais essayé d'ouvrir des canaux de collab avec d'autres. Les gens étaient peu réceptifs à donner de la collab utile. C'est-à-dire, genre, à l'époque, moi, c'était avec un MIPS, notamment, que j'essayais de mettre ça en œuvre. Puis j'avais peu de réponses. Tout le monde gardait ça pour soi. Puis pourtant, on devrait partager dans ces communautés-là davantage d'informations. Peut-être pas d'aller dans des retours d'expérience d'incidents, mais... Je te dirais que moi, de ce que j'ai entendu, puis tu sais, la preuve que le CCTX existe, c'est qu'il y a du monde qui le font, là, tu sais, aujourd'hui. Puis j'en ai entendu parler beaucoup, je te dirais, dans le milieu financier, tu sais, tout ce qui touche les banques, tout ça. J'ai bien compris, entre eux autres, ils font beaucoup de partage. Tous les gros joueurs des mêmes industries, bien souvent, vont s'allier ensemble à ce niveau-là pour le faire. De ce que moi, j'ai pu entendre dans l'industrie à date, ça ressemble à ça le portrait, c'est ça que ça s'est matérialisé, mais puis c'est une bonne chose en bout de piste parce que c'est le but, t'es mieux d'avoir ça, peu importe ce que ça a de l'air, d'avoir des sources d'informations, puis encore mieux, c'était d'avoir du monde de la même industrie parce que probablement qu'ils sont ciblés pour les mêmes raisons puis pour les mêmes vecteurs. Mais ouais, celle du secteur financier, je le connaissais notamment, mais à l'extérieur de celui-ci, j'en ai pas vu, j'en ai pas eu connaissance de d'autres, mais là, on remonte quand même plusieurs années. Fait que les choses, j'ose espérer qu'on évolue depuis ce temps-là. Là, je suis un peu moins dans la gestion d'incidents, opération d'un SOC, comme je pouvais l'être il y a à peu près 5-6 ans de ça, là, où j'étais plus les mains dans l'huile. Exact. Ben, dans mon cas, je peux te dire que je le vois assez couramment, là. Puis des fois, c'est assez intéressant parce que c'est ça la beauté d'un peu de ce qu'on fait, c'est qu'on a la chance d'avoir des clients dans plusieurs sphères différentes qui ont tous des milieux d'affaires différents. Puis justement, je deal pas tant que ça au niveau des banques, je deal pas tant que ça avec... il y a bien des choses que je deal pas avec dans un sens de mon côté.
que j'ai pas la chance de voir ce qui se passe de leur côté, mais je vois ce qui se passe avec les petits joueurs. Puis bien souvent, c'est là que ça devient intéressant. Parce que tu vois que c'est des industries, des fois qui sont reliées à quelque chose, puis tu fais comme, hey, cool, tu te fais attaquer. Exemple j'ai en tête un petit client qu'on a qui s'est fait attaquer par Dubaï récemment. Puis justement, parce qu'ils ont juste fait parler de crypto sur leur site, puis ils se sont fait attaquer par Dubaï, tu vois le genre, là. Mais tu sais, c'est de faire le lien de ce genre d'incident-là, d'être capable de faire comme, OK, c'est ça l'impact que ça a, là, tu sais, c'est rendu là, faut faire attention à ce qu'on met sur notre site, ça va jusque-là aujourd'hui, là. Puis c'est ça que le threat intel, c'est comme un peu, c'est rendu quelque chose avec une facette multidimensionnelle. C'est plus juste quelque chose que tu peux dire, genre, il y a un standard, puis on va le suivre. Non, il n'y a plus de règles. Les règles sont brisées, ça fait longtemps. Puis Ouais, puis au pire, tu vas le décrire avec un Matter Attack, par exemple, mais tu sais, c'est pas. C'est dans le mieux que tu vas être capable de le décrire en termes de standard, mais non, l'évolution est tellement rapide. Tu vas faire des IARA que tu vas être capable de développer maintenant, qui sont des règles plus sophistiquées que des IOC, comme on l'avait il y a 5-6 ans. Là. Ça aussi, ça a évolué beaucoup depuis des règles basées sur ce genre de choses-là. Et se partager, puis effectivement, là, il y a des standards plus sophistiqués maintenant qu'il y en a déjà eu. Là. Exact. Puis c'est pour ça que de plus en plus, moi, personnellement, mon intérêt, c'est pas tant au niveau du threat intel. C'est plus au niveau de comment on peut créer des composantes que justement que les entreprises peuvent utiliser. Si c'est pas leur propre composante ou les nôtres, pour pouvoir dire, écoute, plug-toi là-dessus, puis en temps réel, moi, je vais te fournir des updates justement de comme les règles qu'il faut mettre en place. C'est un peu ça l'écosystème qu'on a voulu créer, c'est de pouvoir dire, écoute, c'est à tous les niveaux là, que tu veux pouvoir contrôler ton gateway, tu veux pouvoir contrôler ton WAF, tu veux pouvoir contrôler comme toutes les métriques qui passent. Il faut qu'ils passent au cache dans un sens, c'est pas plus compliqué que ça. Puis c'est ça qui rend le défi aussi intéressant, si on peut dire. Là. Oui, absolument. Puis c'est là, on embarque dans des systèmes divers. Puis c'est là, ça devient intéressant. Puis c'est là, tu me donnes le goût de retourner un peu dans ces univers-là. Là. Je m'en ennuie un peu là, de jouer là-dedans, de me remettre les mains dans le cambouis, puis de commencer à retaponner là-dedans. Là. Puis là, je dis ça comme ça, mais c'est probablement que je vais me remonter une infrastructure à la maison pour aller rejouer là-dedans. Là. Ça fait peut-être 2-3 ans que je le fais plus. Là. Ça me donne le goût un peu d'aller me remettre le nez dans commencer. Qu'est-ce que le marché est rendu aussi vraiment, là, puis comment vous le voyez. Mais en termes d'élaboration, puis je veux dire, t'es collé dessus, là, tu dois les traiter, puis tu parlais de ce défi-là tantôt. En termes de génération, comment vous abordez ça aussi? Comment vous le voyez, la génération de IOC ou de threat intel de votre côté? Je te dirais que c'est un petit peu là que je veux pas amener le terme new school, mais quasiment. C'est qu'aujourd'hui, la définition classique du threat intel est plus ce qu'elle était. Là, moi, avant ça, je voyais ça super structuré, super. C'était pas grave si tu gardais tes IOC pendant des mois ou des années, ou ta même liste d'exploits. Quand tes exploits en bout de piste, à un moment donné, sont catalogués, puis ils servent plus à rien, là, on va se le dire. T'es chanceux si t'es voué à repopper t'as vraiment quelqu'un qui est égaré ou que, je sais pas qu'est-ce qu'ils utilisent comme outil parce que, tu sais, même que ce soit les bots, que ce soit peu importe ce qu'on voit sur le marché, tu sais, qui attaquent les compagnies, on s'entend, c'est tous des outils automatisés aujourd'hui. Il n'y a plus rien c'est très rare que j'ai entendu parler d'un client qui s'est fait hacker par quelqu'un spécifique. On va se dire que c'est plus ça qui est probable qu'autre chose. Mais dans la réalité, c'est quasiment tous des outils qui partent du cloud ou des IP qui passent par un VPN puis qui roulent un outil quelconque ou un bot quelconque qui bien souvent qui est même pas assez intelligent pour se camoufler. Il utilise une librairie Python ou quelque chose comme ça que comme il se fait flaguer en partant là, dans bien des cas, c'est un minimum de jugeote. Mais sinon, 3/4 des outils qui envoient les CVE ou qui envoient les exploits, si on peut dire, sur nos serveurs, ils vont utiliser ce qui est à jour, ce qui n'a pas été encore testé, ou ils vont essayer au minimum de faire un peu de reconnaissance sur ton site web ou sur tes services en ligne pour faire comme, écoute, tu roules cette version-là, tu fais ci, tu fais ça. Tu sais, ça m'étonnerait bien gros qu'on reparte à l'envers. Tu vois ce que je veux dire? On va aller réinstaller des Windows Server 2008, puis tu vois ce que je veux dire? Là? Tu sais, comme non, ça se fera pas, là, ou une vieille version de Ubuntu. Là.
Non, tout le monde va avec les nouvelles versions, les nouveaux ci, les nouveaux ça. Fait que c'est là que ça devient complexe parce que c'est de gérer tout ça, de gérer comme l'idée que c'est comme c'est un truc en évolution, la roue elle tourne, puis comme tu le disais tantôt, c'est là que tu veux faire quand est-ce qu'il est le temps que la roue elle ait tourné, puis ça faut que je l'enlève, ça faut que je le rajoute, ça je l'enlève, ça je le rajoute. Puis où est-ce que je vois le New School un peu plus, c'est tout le côté intelligence de comme une fois que j'ai enlevé ces vieux CVE-là, mettons qu'ils ont une semaine, un mois, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Qu'est-ce que, tu sais, tous les points en commun. Puis moi, j'aime beaucoup, quand j'explique ce qu'on fait, j'aime beaucoup utiliser le terme variant. Tu sais, un petit peu comme la COVID, là, qu'il y a eu beaucoup de variants. Ben, j'aime ça parce que ça marque le monde tout de suite. Ils m'écoutent quand je dis ce mot-là. On dirait que c'est magique. Puis c'est ce qu'ils se rendent pas compte dans bien des cas, c'est qu'une vulnérabilité, un zero day, comme on dit dans le jargon, ben malheureusement, c'est un variant de quelque chose où c'est que ça a une racine souche qui vient de quelque part. Là, bien souvent, il y a quelque chose qui a causé ça. Puis oui, peut-être que c'est un module ou c'est quelque chose ou une librairie de code, quelque chose en arrière, mais ça change pas que quand on peut dire, je voulais pas dire quantifier, mais quand on qualifie l'exploit de, exemple, c'est une injection SQL, c'est une injection de base de données ou peu importe le type d'injection, remote, tu sais, une remote code execution ou peu importe le type finalement qu'on va voir, ben, on se rend compte que ça a laissé des traces, il y a des chemins qui ont été utilisés, puis c'est drôle, c'est là que l'intelligence de la donnée devient intéressante parce que tu te rends compte que pas juste qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier mois. Ah, c'est-tu bien intéressant? Ils ont tout essayé, tous les exemples, les remote code execution, ont tout essayé de prendre les mêmes chemins d'accès. Ils essaient de prendre les derniers trucs qui ont rapport au dernier OS. Puis là, c'est de venir faire ces liens intelligents-là, qui est vraiment ce que j'appelle le new school. C'est de déceler ça le plus rapidement possible, qui est le vrai défi aujourd'hui. C'est putain de dire, ben écoute, je vais documenter ça, je vais envoyer ça quelque part, puis ils vont le partager, puis comme c'est plus juste ça, si tu vois ce que je veux dire, parce que ça va pas mal plus loin. Puis ce qu'on se rend compte avec l'intelligence de la donnée en plus, c'est que là, ça devient un peu le Far West des fois, parce que tu peux avoir justement le même, tu sais, mettons, on irait voir le même exploit, ben, il peut y avoir 50 façons différentes de s'exécuter avec des chemins différents sur des systèmes qui ont des architectures similaires. Des petites nuances. Mais c'est que, tu sais, ça finit qu'en bout de piste, t'as pas besoin de 50 patchs ou, tu sais, 50 updates finalement différentes. C'est une patch qui est supposée te dire que ça fait tout ça. Mais c'est là qui devient le vrai défi finalement. C'est pas juste de dire j'ai une belle source d'intel qui va me le dire plus tard ou comme quand tu disais tantôt, dans 30 minutes, je vais savoir s'il y a quelque chose qui est arrivé. Tu veux savoir ça le plus prime possible. Puis il est là le défi aujourd'hui. Puis c'est comme tu le disais, c'est un nombre exorbitant de données à cruncher. Puis je pense qu'on est encore, il y a encore de la job à faire. Puis il y a des années des belles années, je pense, de recherche et développement, comme on dit, en avant de nous autres, juste de pouvoir améliorer ça. Puis c'est un craft que je pense qui est juste, qui vient juste de commencer en termes de jusqu'où ça peut aller, là, tu sais. Oui, c'est très intéressant, puis ça l'amène. Là, j'ai eu plein de réflexions pendant que tu parlais, puis c'est plein d'idées, de choses que j'aurais faites à l'époque que quand je faisais ce genre de choses-là, notamment de déplacer du compute sur mes endpoints, que j'aurais déplacé un peu de traitement sur mes endpoints à ce moment-là, de changer les endroits de ces affaires-là pour résoudre la latence encore plus bas que 30 minutes que j'avais à l'époque. Justement pour arriver à ce genre de choses-là, qui sont spécialisées, puis déployer du threat intel sur mes endpoints à ce moment-là pour arriver à traiter le plus proche possible avec le moins de charge possible. Puis c'est un peu à contre-courant de l'usage du cloud en fou, puis de tout centraliser dans le cloud, puis de tout mettre à la même place. C'est comme ça de redistribuer. Puis ça fait longtemps que pour moi, c'est un dada. Maintenant, on appelle ça du zéro trust. Mais pour moi, je parle en 2007, quand Forrester a coiné le terme, je cherchais un moyen, même à cette époque-là, de durcir le endpoint. Parce que pour moi, tout était dans le endpoint, c'était non dans le central. Puis je pense qu'on a peut-être réatteint un peu, comme tu dis, ce moment-là où on aurait ce qu'on appelle le CSI aussi, qui devrait devenir à la mode, puis ces affaires-là, de déplacer vers ce genre de choses-là au niveau de la protection. Puis là,
t'es de l'autre côté, t'es tout du côté d'infrastructure, de prestation de services. De ce côté-là, ben là, comment on peut faire pour justement arriver à ce genre de choses-là? Comment là, c'est plus des endpoints de la même relation, comme je mentionnais, mais des endpoints de serveurs. Comment ceux-ci peuvent jouer un rôle dans tout ça, puis de ça. Mais c'est de l'architecture, c'est de la réflexion, c'est profond, là. Effectivement, puis c'est tout ça, tu sais, pour revenir au sujet initial, parce que je pense qu'on a quand même très bien divergé. Je pense que je pensais pas qu'on allait aussi profond dans le spectre du Threat Intel. Mais si on vient à la base de ce qu'on disait au début, tu sais, pour prendre ça un petit peu au ridicule, tu sais, on parlait de l'idée de où est-ce que c'est parti, tout ça, puis d'où est-ce que les compagnies ont commencé à faire du partage d'informations et tout ça. Tu sais, moi, en bout de piste, ce que je vois, c'est que c'est juste comme une évolution naturelle. Parce que tout ce qu'on fait en IT, c'est de plus en plus automatisé, c'est de plus en plus poussé, c'est de plus en plus comme au prochain niveau, si on peut dire. Puis le plus important, en bout de piste, c'est que d'être capable un petit peu d'éduquer le monde sur comme ce qui est vraiment important, parce que dans toutes les en bout de piste, on s'entend, c'est pas de dire arrêtez de faire du Threat Intel, ça sert à rien. C'est juste que c'est rendu un défi tellement gros que je félicite les organisations, tu sais, qui ont, je cherche le bon terme pour dire, qui ont le courage de dire, écoute, on engage une team pour faire ça à plein temps, parce que cette team-là a du travail pour des années à venir. De juste vouloir mettre des bonnes pratiques en place, de vouloir mettre finalement quelque chose qui va peut-être leur sauver la vie à un certain point, là, tu sais. Puis de plus en plus, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est que l'industrie bouge un petit peu dans la même façon que je pense que nous, on le fait. Palo Alto le fait aussi très bien, de mettre en plus l'emphase sur comment on peut aider ce monde-là finalement à automatiser ce qu'ils veulent faire, puis à le démocratiser, comme on le dit souvent, là. Parce que c'est ça le plus dur de la bataille, là. Oui, notamment, puis j'aime bien le fait que tu rappelles ton old school, new school, là. Puis c'est probablement un des éléments les plus difficiles, c'est justement ceux de la vieille école. On ne sont pas habitués de travailler avec ce genre de notion-là ou la façon que cette notion-là évoluait dans le temps. Donc, ils sont restés, puis l'humain, en général, est très résistant au changement, puis donc, on le voit dans les organisations, ça a des suites. Justement, d'abandonner ces vieilles stratégies-là, c'est pas facile, mais ça va être salutaire pour tout le monde, puis d'arriver justement que ce ne soit pas juste un Palo Alto de ce monde ou un CyberWall de ce monde qui vont être capables de mettre ça de l'avant, mais que vous soyez des bien positionnés pour aider le marché globalement à faire avancer les mentalités. Puis c'est un des aspects les plus difficiles, étonnamment en cyber et en TI, parce que c'est nous qui portons le changement, mais on est très résistant au changement en même temps. Fait que justement de pouvoir amener cette réalité-là, nouvelle réalité-là dans ce qu'on a là. Exact. Puis c'est sérieusement le bout le plus intéressant. Parce que comme avec tout ce que je vois à l'horizon, tout ce qui commence à se matérialiser, si on peut dire, en termes d'opportunités dans ce marché-là ou dans cet univers IT qu'on vit dedans, dans le sens, je dis tout le temps, on devrait vivre si on peut dire à Localhost, ce serait plus simple. Tu sais, comme le meme de Root is the best home, là, ben tu sais, c'est un peu la réalité dans laquelle on vit. Là, on se rend pas compte à quel point que c'est important, puis que de plus en plus, ça va très loin. Puis peut-être faire dropper des petites nuggets vers quelque chose qui s'en vient de mon côté, mais une petite présentation de justement à quel point ça peut être des notions qui sont intéressantes, pas juste pour une entreprise, mais au niveau personnel, de faire attention justement à comme on vit avec la technologie tout autour de nous, puis bien souvent, ben comme tu t'en rends pas compte, mais le threat, ça peut être justement un employé qui l'amène, ou ça peut être quelqu'un, tu sais, qui personnellement qui a pas des bons habits, puis que on s'entend-tu que personnellement on n'est pas en train de faire un IDS avec toute notre data à la maison puis voir tout ce qui se passe, mais de plus en plus c'est pas pour rien qu'on voit des drôles de produits que je sais pas si tu as vu ça passer, mais je regardais ça de comment c'est rendu flyer les nouveaux routeurs Wi-Fi là, avec comme des modules que tu peux loader directement là, puis tu peux vraiment comme si t'es un petit peu de cet univers-là, tu sais que de plus en plus D-Link va commencer ou Asus va commencer à brander leur routeur avec AI, IDS, IPS, puis c'est rendu built-in jusque dans nos Wi-Fi parce que justement, on se rend compte que le problème, il est partout. Il est pas juste dans les entreprises, il est à la maison aussi, là.
Ouais, puis les autres, il y a du threat intel là-dedans aussi, là, ça habite. Puis le problème, puis là, ça, lisez bien les règles d'engagement parce que ça se peut qu'ils reprennent du threat intel sur les données qui passent dans leur routeur, ces modules-là. Fait que soyez très prudents. Puis je sais qu'il y a un très énorme appétit de ces compagnies-là de ramener cette information-là. Fait que soyez vigilants si ça ne vous plaît pas de participer à ce genre de choses-là. On a fait un bon tour d'horizon. Y aurait-il quelque chose qu'on n'a pas abordé que tu aimerais qu'on aborde en finissant? Non, je pense que, comme tu l'as dit, on a fait le tour de l'horizon. Il y a pas. Il y aura peut-être quelque chose dans le futur, mais pour l'instant, je pense que c'est toute une question de ce qui s'en vient pour le New School, puis de comme continuer de faire évoluer les choses, puis de pousser pour cette innovation-là, finalement. Là, le reste, ça va probablement nous dépasser, même dans mon cas, à un certain point. Donc, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Ouais, on se fait toujours un peu dépasser par ce genre de choses-là. Merci énormément, c'est encore très plaisant ce genre de conversation-là. La prochaine fois, je fais une promesse, peut-être une promesse d'ivrogne, on verra. À savoir si d'arrêter de faire trop dans le pré-show puis de plus parler dans le show lui-même de ce qu'on fait parce qu'on a parlé de beaucoup de choses. On a effleuré qu'une partie dans ce qu'on vous a partagé. La prochaine fois, j'essaie de faire mieux puis d'avoir plus ce genre de choses-là justement qu'on puisse continuer ces conversations très intéressantes et très enrichissantes.